Chez Influence Pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Rendez-vous en Gironde pour découvrir le secret de l'écrivain Montesquieu et sa demeure, le château de la Brède. L'architecte et designer Aline Nasmar Damam n'a pas peur de prendre de la hauteur avec des projets toujours plus ambitieux. C'est notre invité. On espère que vous n'avez pas le vertige car aujourd'hui, Repérage s'élève pour vous faire découvrir 3 adresses autour de la grimpe. Dans le bassin d'Arcachon, Marielle nous raconte comment elle fabrique du cuir à base de peau de poisson, un savoir-faire d'exception. Déniché aux 4 coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. C'est le long de la Saône, au Havre, que ce projet de lieu de transition écologique et sociale est né. Le hangar 0 prend racine au cœur d'anciens entrepôts portuaires et redonne un coup de jeune à ces bâtiments de briques. Ici, bureaux, ateliers participatifs et restaurants associatifs ont un mot d'ordre zéro. Zéro déchet, zéro énergie, zéro carbone et 100% validé. C'est dans les années 1930 que le tandem devient l'emblème des vacances et plus particulièrement des congés payés. Moins cher que la voiture et surtout plus convivial, le tandem désignait argotiquement un attelage avant de devenir vers 1884 le fameux vélo que nous connaissons bien. Il existe même des versions côte à côte, 3 ou 4 places, une affaire qui roule. Derrière cette superbe couverture ouvragée se cache un livre entre récits de voyage et recueil de recettes. Véritable pont entre Orient et Occident, Black Sea est un périple gastronomique conté et dégusté par la journaliste Caroline Eden. Elle s'est penchée sur la culture du goût en Ukraine, Turquie et dans les nombreux pays d'Europe de l'Est, des paysans. La seule religion de maison Payen, c'est la cosmétique naturelle et traditionnelle. Développée par la famille Payen en 1730, cette maison s'ancre dans la tradition méditerranéenne de l'usage du savon de Marseille. Désormais, les huiles précieuses ont aussi rejoint leur recette, une manière de voyager sans quitter l'Hexagone. Ce château fort de style gothique fut le logis de Montesquieu. On a eu la chance de découvrir ses coulisses préservées. Encerclé de douves, le château de la Brède nous ramène au siècle des Lumières grâce à l'un de ses célèbres propriétaires. Charles-Louis de Secondat, plus connu sous le nom de Montesquieu. Et oui, le penseur que l'on ne présente plus est né sur ces terres et y a vécu de façon régulière toute sa vie. Mais avant de franchir des portes closes, de découvrir les secrets de sa restauration et s'aventurer dans une cascade, prenons un peu l'air dans les 150 hectares du parc pour admirer ce château qui est bien plus vieux que Montesquieu lui-même. Une première fortification a été établie au XIIIe siècle et a été remaniée au XIVe siècle. Ce sont ses ancêtres qui l'ont construit. Ici, la façade devant laquelle nous nous trouvons a subi plusieurs réaménagements au XVIe siècle, mais particulièrement au XIXe où l'on va remanier toute la façade et ajouter tout le système de crénelage. La famille va occuper cette maison jusqu'en 2004 et Jacqueline de Chabannes, la dernière propriétaire de ce château, va créer la fondation qui, depuis sa mort en 2004, est devenue propriétaire du château de Montesquieu, mais également des 150 hectares de terre. Et si Montesquieu n'a pas touché à l'intérieur du château, il a en revanche complètement réaménagé le parc pour en faire le premier parc paysager de France. Très avant-gardiste, l'auteur de L'Esprit des lois a même fait créer un bosquet un peu particulier, en forme de double étoile à 8 branches, rien que ça. Ce bosquet a complètement disparu pendant la Révolution française et c'est en 2010, suite à la découverte d'un plan du XVIIIe siècle dessiné par le fils de Montesquieu, c'est un plan comptable, bien que nous avons découvert l'emplacement et la forme exacte du bosquet de Montesquieu et pour ce faire, on a essayé de chercher les vieux arbres qui occupaient le domaine au XVIIIe siècle et c'est là que nous avons découvert celui-ci. C'est un charme du XVIIIe siècle et c'est ainsi que nous avons pu retracer la première allée de ce bosquet qui nous a permis de redessiner l'ensemble des toiles à 8 branches. Avant de vous emmener découvrir l'intérieur du château, Charlotte nous fait faire un détour par un endroit totalement inaccessible au public et vital pour la vie du château, établi sur un ancien marécage. Et ici, on se trouve sur ce qui était vraisemblablement l'ancien moulin à eau du château que Montesquieu avait conservé et avec lequel il travaillait, tout simplement parce qu'on était sur une exploitation agricole. Et pendant toute sa vie, Montesquieu va fournir un travail remarquable pour assainir ces terres, les drainer et les rendre propres à toute forme de culture et surtout pouvoir en tirer un revenu. Allez, on vous a assez fait languir, direction l'intérieur du château.
Entrée massive en bois, bureaux, salle à manger, ancienne bibliothèque, tout ce que vous voyez a été restauré au fil des siècles par les descendants de Montesquieu, tout en respectant les lieux tels qu'ils les avaient connus, et particulièrement sa chambre. Ils ont vraiment mis sous cloche cette partie-ci qui a connu le philosophe. Donc on a un décor qui avoisine le XVIIIe siècle avec tout un ensemble mobilier conservé et restauré l'année dernière, notamment son lit, qui est intégralement du XVIIe, qui est un des ensembles de literie parmi les plus complets que l'on ait encore aujourd'hui en France de cette époque. Des restaurations qui sont toujours en cours dans quelques parties du château, et ça tombe bien, Catalina Pont, l'une des nombreuses restauratrices qui s'est attelée à redonner un coup d'éclat au château, est dans les parages. Là, nous sommes avec Carole, qui est restauratrice de peinture et qui, après avoir fait un lessivage de conservation des portes et le masticage de tous les accros et des impacts qui étaient sur les portes, est en train de faire les retouches à la palette. Catalina et ses équipes ont aussi eu la lourde tâche de restaurer le plafond et l'encadrement de la cheminée de l'ancienne bibliothèque avec pour patine des éléments du château. Intriguée, Catalina, il nous faut un peu plus d'explications. On a utilisé le noir de la boue des douves que nous avons filtré pour obtenir ce noir particulier et également pour obtenir des côtés un peu blanchis et anciens, la suie, la cendre qui venait de la cheminée du château de Montesquieu, de la cuisine, dans laquelle on fait brûler le bois. Comme à notre habitude, on ne pouvait pas finir cette visite sans aller jeter un coup d'œil au donjon. Et l'accès se fait par ce mur. Encore un accès périlleux, mais dont la vue vole des tours. Et on ne sait jamais, on pourrait peut-être être inspiré par Montesquieu et prendre la plume. De l'Italie au Moyen-Orient, en passant évidemment par la France, Aline Asmar-Daman raconte des histoires à travers ses intérieurs. Il est un bureau parisien où les palaces naissent de quelques coups de crayon. C'est celui d'Aline Asmar-Daman, architecte libanaise. En France, elle s'illustre désormais comme celle qui a réinventé l'hôtel de Crillon, mais aussi le mythique restaurant Le Jules Verne de la Tour Eiffel. À 125 mètres au-dessus du sol, elle lui a donné en 2019 un look chic, moderne, toujours imprégné de l'esthétique des années 1900. Et ce n'est pas tout. Grâce à son agence Culture in Architecture, fondée en 2011 à Beyrouth puis à Paris, elle s'est fait un nom dans le milieu en résonance entre ces deux capitales. Je recherche à chaque fois à jeter des ponts entre les cultures. Je recherche cette narration inhérente à la matière brute qui rencontre le geste de la main précieux. Je crois que le métier d'architecte est un métier d'élévation en fait. On peut élever les esprits, mais tout ça avec de la matérialité. Et c'est ce que j'aime appeler la poésie concrète. Une quête de poésie qu'Aline tire de ses lectures, mais aussi du monde qui l'entoure. C'est sans doute parce qu'elle a grandi dans un pays en guerre, puis en reconstruction, qu'aujourd'hui, cette architecte aime autant la pierre brute. Et dans sa matériothèque, ça se voit. La pierre symbolise sans doute un rapport à l'éternité. Je pense qu'il y a ce lien très très fort entre la pérennité d'une pierre et l'éternité. Afin de toucher du doigt l'éternel, Aline s'est entourée d'une fine équipe en France comme au Liban pour travailler sur des projets éclectiques. On vient de passer un tout petit peu du côté, je dirais, Singapour-Asie, au côté romain, donc vraiment grand écart. Tout notre travail est un travail de création, en fait un travail de digestion des codes, des cultures, du programme, d'un projet. Son goût pour l'échange, Aline Asmar-Daman le cultive aussi quand il faut passer du plan au concret. En arrivant en France, elle a bien vite su s'imprégner de la culture artisanale locale pour réaliser les décors de ses créations. Au programme de sa journée, une visite à l'atelier de tapisserie de Philippe Coudray pour peaufiner la conception d'un rideau XXL. Ce que je cherche à déterminer avec toi, c'est la bonne longueur du rideau, la bonne hauteur, pour pouvoir avoir ce cassant élégant d'une robe couture. Aline nous fait travailler sur ce genre de projet qui nous permet de mettre en avant justement des finitions issues de la haute couture. Donc ça peut être des finitions de passepoil, d'applications de cuir qui vont mettre en avant tout ce travail traditionnel acquis depuis toutes ces années. Et oui, haute couture, la mode est pour elle une grande source d'inspiration et une manière de bousculer un peu les codes de l'artisanat sans rien renier de l'héritage culturel français. Tous ces savoir-faire, cette transmission de métiers d'exception, ça me transporte en fait. C'est ce genre de dialogue en fait qu'on recherche dans notre métier. C'est des dialogues qui font perpétuer des traditions, mais en même temps où on peut réinterpréter tout ça, réinterpréter ces savoir-faire, les projeter dans la modernité.
Et si on vous montrait enfin à quoi ressemble une architecture signée Aline Asmar-Daman? On file à l'hôtel de Crillon, palace parmi les palaces situé place de la Concorde. Entièrement restauré, il arbore depuis sa réouverture un look frais et un brin irrévérent sous ses dorures historiques. Oui, je trouve ce choix quand même très audacieux et ça c'est très amusant aussi parce que tapisserie restaurée pendant 36 mois et puis les loupes. Et donc cette fameuse phrase « Regardez le détail de tout », ça vient vraiment de Versailles. Ici, Aline a tout repensé en collaboration avec d'autres architectes, mais aussi, pour quelques pièces, une personnalité plus inattendue, Karl Lagerfeld. Son secret de fabrication, ce sont ses innombrables clins d'œil à l'histoire du lieu, à ses petites anecdotes et grands événements. Aline, on voit, dès qu'on passe un peu de temps avec elle, sa passion, son énergie, vraiment la recherche qui a été faite de bien comprendre l'histoire de ce bâtiment, l'histoire du lieu, de l'emplacement, et sa recherche constante de qualité, le souci du détail. Et en effet, ici, rien n'est laissé au hasard. En témoigne ce terrazzo, concassé de marbre, notamment des fragments de pierre et d'objets issus de l'ancienne décoration de l'hôtel. Un symbole parfait du va-et-vient constant d'Aline Asmar-Daman entre passé et présent, avec toujours la pierre en vedette. J'ai 3 fondations dans mon travail qui sont la culture, l'architecture et l'émotion. En associant les pierres qui sont vraiment ce témoignage de la beauté pure à de la littérature, de l'histoire, de la culture, on atteint ce niveau de poésie concrète qui fait d'ailleurs tout notre métier, c'est réaliser des lieux avec une émotion forte. Côté émotion forte, c'est peut-être le restaurant Le Jules Verne de la Tour Eiffel qui remporte la palme. Première femme à réellement transformer la Dame de Fer, Aline signe sans doute ici une page de sa carrière et de l'architecture parisienne. Bonjour Aline. Bonjour Katrina. Aline, vous avez grandi pendant la reconstruction de Beyrouth en plein chaos. Est-ce que le choix d'étudier l'architecture aux Beaux-Arts n'est pas anodin? C'est sans doute une vocation quand on grandit au Liban dans un pays en guerre, en démolition, et qu'on voit le tout se reconstruire, on n'a qu'un désir, c'est de participer à l'aventure. Mais j'ai tout de suite voulu l'associer aussi à de la lecture, de l'écriture. Les livres, c'est ce qui m'a protégée pendant mon enfance, c'est ce qui était mon ouverture sur le monde en fait. Pourquoi vous avez choisi Paris? Vous auriez pu aller à New York ou ailleurs? Absolument, je pense que quand on grandit au Liban, dans un milieu très francophone, c'est une très grande influence en fait qu'on retrouve beaucoup plus tard dans la vie. Moi j'étais très attirée par ce côté que je connaissais moins en fait, qui est le côté vivant de Paris, de la France. Paris me manquait alors que je l'avais vécu dans le romanesque et à travers la littérature et les livres. Aline, vous êtes, à l'instar de quelques-uns de vos consoeurs, comme Zaha Hadid, comme Ala Wardeh, une architecte dans un monde d'hommes. Et vous êtes la première femme à intervenir sur la Tour Eiffel en tant que femme. C'est quelque chose qui doit vous rendre fière. En effet, c'est un métier d'homme, mais est-ce qu'il existe vraiment un métier d'homme, un métier de femme? On est tous pareils, en fait. À travers l'architecture, on peut exprimer énormément de choses. Cette Tour Eiffel, appelée par le monde entier, Iron Lady, Dame de Fer, c'est aussi ce symbole de féminité forte. Pourquoi ne pas pousser ça jusqu'au bout et montrer qu'en tant que femme, on ne fait pas des décors, mais on peut aussi faire des architectures très radicales. Il y a un côté assez radical dans ce qu'on a fait ici. C'est un côté très noir et blanc, très pur, déshabiller, désosser l'espace en entier, revenir avec une peau presque douce, un peu nacrée de femme. Et quelque part, c'est en symbiose totale avec la haute ingénierie de Gustave Eiffel. Je suis très honorée de pouvoir porter ce symbole. Alors entre le chantier du Crillon et ici, vous avez dû collaborer avec tant d'artisans d'excellence. Ça doit être une richesse formidable aussi pour vous. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans tous les projets. Je commence beaucoup par des choses plus brutes. Oui. Donc c'est cette association de brut et de précieux que je défends. Le précieux, ce raffinement va arriver par le geste de la main. On commence par l'architecture pure et dure et on arrive à la poésie. C'est vraiment cette poésie du concret que je recherche avec les artistes et les artisans. Comment réunir un bâtiment qui date du XVIIIe jusqu'au XXIe siècle? Comment
trouvé ce lien, ce fameux lien? Mais justement, ça a été toute la narration de ma direction artistique à l'Hôtel de Crillon. Et j'ai écrit ce scénario qui est le lien fort entre le passé, le XVIIIe et le XXIe siècle. Comment une Marie-Antoinette se réveille aujourd'hui? Peut-être est-elle cryogénisée, elle se réveille, elle arrive à l'Hôtel de Crillon, elle a envie d'habiter dans une maison contemporaine où il y a son esprit d'irrévérence, mais elle hérite aussi du mobilier de ses ancêtres, en habitant le lieu presque en le désacralisant. Donc ça a été la direction artistique. C'est justement là que vous avez eu l'idée géniale d'associer Karl Lagerfeld à ce projet. L'idée de travailler avec Karl Lagerfeld m'est venue depuis le début du projet, presque en 2012. Il m'a fallu 1 an pour lui envoyer une lettre. C'est la seule personne érudite qui connaît le XVIIIe siècle aussi bien qu'il incarne dans son quotidien par ses intérieurs, par sa photographie et qui est aussi un grand couturier parce que Paris c'est la capitale de la mode. Donc je lui ai écrit une lettre, c'était une bouteille lancée à la mer. Oui. J'ai laissé mon portable et j'ai été à la librairie où je me rends toujours, qui est sa librairie. Elle est arrivée sur son bureau et le lendemain il m'a appelée. Aline, après ces 2 chantiers extraordinaires, de quoi rêvez-vous? Il y a beaucoup de beaux projets en cours et on travaille en ce moment sur des projets où il y a un grand écart intellectuel. On travaille sur des projets à Singapour, sur ces fameuses 3 tours qui portent une piscine. Et puis nous travaillons sur un bijou où là, il y a quand même cette lenteur européenne, pas dans le travail, mais dans la façon de faire les choses aussi, puisque c'est un bâtiment du XVe siècle. Voilà, ça se passe à Venise et nous avons d'autres chantiers en cours, en Arabie Saoudite également. Merci beaucoup, Aline. Merci beaucoup, Katrina. Avis aux amateurs de hauteur, voici 3 adresses réservées aux amoureux de la grimpe en plein Paris, découverte au vol. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et grimpé les murs de la capitale. On débute notre ascension à Pantin, où l'association Murmure a transformé il y a 25 ans cette usine de casseroles en gigantesque mur de grimpe. Il s'agit ici d'une salle de voie, l'une des pratiques les plus techniques de l'escalade. La voie, c'est avec un harnais, une corde. Il faut savoir ces techniques d'encordement. Et ici, on a des murs qui vont de 9 mètres à 17 mètres. Et oui, lorsqu'on pratique la voie, il ne vaut mieux pas avoir le vertige et faire une confiance totale à son binôme chargé en bas d'assurer la sécurité du grimpeur. Il faut avoir une grande confiance en son partenaire. Il y a un gros pourcentage, un bon 50% qui se passe clairement dans la tête. Et aussi dans les muscles, car l'escalade a l'avantage d'être un sport très complet. Ça nécessite une très bonne agilité, une bonne coordination et ça fait travailler à peu près tous les groupes musculaires. Beaucoup les bras, beaucoup le dos et avoir des appuis solides aussi. Ouais. Si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec la hauteur, pourquoi ne pas tester à côté la salle de bloc, une technique d'escalade tout aussi physique, mais où tomber est beaucoup moins risqué. La pratique du bloc, c'est plus explosif que la voie, entre guillemets. Donc c'est des murs qui sont jusqu'à 4 mètres, 4 mètres 50 selon les salles. Et là, c'est moins de mouvement, mais avec plus d'explosivité. Donc c'est un côté un peu plus ludique, un peu plus fun. Que ce soit la pratique de la voie, du bloc ou de la vitesse, la discipline a le vent en poupe depuis quelques années. C'est la première fois que ce sport deviendra olympique, alors que c'est un sport que tout le monde a quasiment pratiqué étant jeune. Toujours bien accroché, on vous propose une descente en rappel jusqu'au 13e arrondissement de Paris, sur la dalle des Olympiades, lieu idéal d'entraînement pour des cours de parcours avec un K. Oui, vous savez, cette discipline acrobatique des temps modernes qui transforme la rue et les toits de Paris en incroyable course d'obstacles. Popularisée au début des années 2000 par le film Yamakasi ou encore Banlieue 13, ces envolées urbaines sont désormais ouvertes à tous. Et ici, pas de filet de sécurité, l'apprenti Yamakasi s'approprie l'espace et n'hésite pas à faire le grand saut. Le pratiquant du parcours, ça s'appelle un traceur. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est celui qui trace sa propre route, en gros. En général, on cherche un spot où c'est facile de trouver des choses à faire, que ce soit un mur, que ce soit un rocher, que ce soit des toits, que ce soit une forêt. Tout est possible, en fait. Et on va essayer de trouver des lignes, de placer différents passements pour aller d'un point A à un point B, trouver de l'efficacité, du flow, de la maîtrise de son corps.
Murets, escalators ou lampadaires, les élèves de l'UG filent, se faufilent et adaptent leur course aux obstacles en tout genre, quitte à prendre un peu de hauteur sans avoir froid aux yeux. Faut pas être casse-cou au parcours. En général, quand on est casse-cou, on se blesse. Si on ne triche pas pendant l'entraînement, sans négliger le physique par exemple, on va pas se blesser quand on va vraiment faire du parcours. Une bonne maîtrise de son corps, acquise par des exercices rigoureux dans cette jungle urbaine, et tout vous paraîtra facile. Allez, encore quelques années d'entraînement avant de pouvoir se lancer comme des pros à l'assaut des grandes tours. En attendant, rien n'empêche d'épater un peu la galerie. On espère que vous avez de bonnes chaussures, car notre expédition se termine en haut des sommets, dans cette petite librairie bleue de la rue de Seine où souffle l'esprit de la montagne. Fondée en 1933, la librairie des Alpes est bien connue des alpinistes et des randonneurs et offre à tous les passionnés des hauts massifs une collection de choix. Aux livres rares et anciens, pour certains datant du XVIIIe siècle, se mêlent récits d'ascension, albums d'enfance et tirages photos vintage. Une véritable galerie d'art dont il ne faut pas hésiter à fouiller tous les recoins pour dénicher quelques trésors, comme la collection complète des éditions Guérin, la référence des guides de montagne, introuvable ailleurs, on vous l'assure. Et voilà, maintenant que la montagne n'a plus de secret pour vous, il est temps de lever le camp pour partir vers d'autres cieux. La mer regorge de trésors et Marielle a su les sublimer. Elle nous parle de tannage végétal et de cuir de peau de poisson. Si on vous dit cuir, vous pensez tout de suite à cuir de bovin. Mais avez-vous pensé au cuir de poisson ? Utilisé depuis la nuit des temps en Laponie, il a mis quelques siècles à arriver en Europe. Très prisée par la cour de Versailles et notamment par la marquise de Pompadour, on raconte qu'elle ne cessait de passer commande au maître guénier de Louis XV, Jean-Claude Galuchat. Quelques décennies plus tard, ce serait Napoléon III qui, épris pour la matière, aurait fait tapisser sa chambre à coucher de ce cuir précieux. Peu à peu tombé en désuétude, le cuir de poisson est remis au goût du jour en 2012 grâce à la maman de Marielle Philippe qui, après un voyage en Laponie, lui transmet ce savoir-faire récemment appris. Et c'est à la tête de Buc, sur le bassin d'Arcachon, que nous la retrouvons à la poissonnerie de l'Aiguillon. Cliente pas comme les autres, Marielle vient chercher quelques bulots, mais surtout... Et il me faudrait des pots de poisson aussi, s'il te plaît. Des pots de poisson, ok. Alors on va aller voir mon collègue, on va regarder ici. Ah bah super. Et aujourd'hui, au menu, 2 belles pots de bar. Parfait, bah merci beaucoup. Et c'est exactement ce geste de récupération des déchets qui a poussé Marielle à se lancer dans l'aventure après ses études en droit de l'environnement, en créant sa marque de tannage de cuir de poisson depuis sa petite cabane d'ostréiculteur. La première chose qui m'a attirée dans ce métier, c'était le fait de transformer un déchet et de faire de l'économie circulaire. C'était vraiment ça ma motivation. C'est après... Ma deuxième motivation, c'était je vais faire du cuir, un petit cuir alternatif qui pourrait très bien être utilisé en substitut du crocodile ou du serpent. Pour faire un bon cuir, il faut enlever le surplus présent sur la peau, à savoir les écailles et le reste de muscles bruns qui pourraient gêner le processus de tannage. Après un combat rondement mené face à la peau de ce bar, ça y est, la peau est prête à être tannée. Allez, je vais les mettre au tannage. Mais qu'est-ce que le tannage et qu'y a-t-il dans cette grande cuve ? On utilise du broyat d'écorce de mimosa et aussi de la noix de Galles. Donc on vient faire un petit peu la petite mixture végétale qu'on va incorporer dans l'eau du bain. Et petit à petit, en fait, le poisson, la peau de poisson va boire les tanins et elle va se transformer en cuir doucement. Voilà, il faut vraiment que les fibres incorporent tranquillement les molécules de tanin. Il faut savoir qu'une recette de tannage qui fonctionne pour de la sole ne fonctionnera pas forcément pour du saumon. Alors Marielle a dû s'adapter et faire des tests. Il fallait tout essayer, toutes les combinaisons possibles. C'était un genre d'escape game géant. Mais oui, ça m'a pris 4 ans. Donc, et encore des fois, là maintenant c'est quand même calé. Mais pendant 4 ans, en fait, j'avais pas la solution. Une chose est sûre, il faut être persévérant, ça c'est clair. Après avoir passé une petite semaine à faire trempette, les peaux sont prêtes. Marielle les étend pour les faire sécher avant de les mettre dans un nouveau bain de teinture végétale. Un secret de fabrication propre à chaque tanneur. Après plusieurs heures, comme par magie, la peau de ce bar ressort violette.
Une fois séché, le dessin du cuir est parfois un peu capricieux, mais c'est bien normal quand on travaille avec une matière organique. Alors, avec une presse à chaud, Marielle lisse son cuir avant d'appliquer un finissage pour donner à ce cuir robuste un effet satiné. Des gestes que Marielle veut minutieux, même si le cuir est très solide, car il ne faut pas oublier les contraintes de travailler avec du poisson. Les contraintes, elles sont assez simples, ça va être la taille. Effectivement, un poisson, ça reste un poisson. Donc, pour faire une basket d'un seul tenant, on ne peut pas. Il va falloir concevoir un petit peu différemment. Si Marielle ne transforme pas elle-même ses cuirs en objets du quotidien, elle s'est associée à de nombreuses marques locales avec qui elle imagine de la petite maroquinerie et des chaussures. Mais ce n'est pas tout. Également sollicitée par nos voisins européens qui lui achètent ses cuirs pour en agrémenter la haute joaillerie ou pour faire des chaussures. Dans sa cabane de pêcheur, Marielle a su donner une deuxième vie à ses déchets pour en faire un produit d'exception. La version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite. En attendant, restez chic toujours. Bye.